Avant de passer au podcast, je tenais à apporter une petite précision, c'est que juste après ce message, vous entendrez une petite virgule audio annonçant l'appartenance du coin pop et du coup de tous ses spin-offs, After Watchmen, Le Cadran Pop et Tales from the Sewer, ainsi qu'un spin-off à venir très bientôt, au label Bonus Tracks, qui est un label qui débute cette semaine, dont vous avez pu découvrir les annonces si vous suivez notre Twitter régulièrement au cours des 2 dernières semaines. Bonus Tracks, qu'est-ce que c'est ? C'est un label de podcast qui regroupe un certain nombre d'émissions relatives à la pop culture, dont nous faisons partie avec beaucoup de personnes que vous devriez reconnaître puisque vous en aurez entendu sur le coin pop régulièrement, ou alors que vous connaissez être dans les cercles du coin pop sur les réseaux sociaux ou autres. Donc vous ne serez pas trop étonnés normalement en découvrant qui fait partie de ce label. Écoutez, bonne écoute et à bientôt. Bonus Tracks. Date stellaire 301020.1, journal de bord du commandeur de la station Deep Space 57. Bienvenue à tous les trekkers et trekkies sur la base stellaire du Cadran Pop. Je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord du podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpouvoir.com. Ce soir, on va parler du 3e épisode de la saison 3, qui nous montre une planète Terre entièrement confinée et des humains qui portent des masques qui doivent être sacrément efficaces contre le Covid-19. Il s'agit de l'épisode Les habitants de la Terre, qui nous montre la réunion entre Michael et l'équipage de Discovery. Tous vont suivre un message qui les mèneront vers la Terre, où Saru va rompre une trêve, pendant que Stamets va rencontrer Adira, un être humain au passé mystérieux. Je profite de cette introduction pour rappeler que le but du podcast est de proposer un panel large de fans de Star Trek, aussi bien des experts que des newbies, des novices, des gens qui regardent ça juste comme ça, ou des vieux fans, des nouveaux fans, des qui détestent, des qui adorent. Le but c'est vraiment d'avoir le plus d'opinions possible, pour essayer de capter l'appréciation générale autour des différentes œuvres que nous analysons. Allez, on fait les gestes barrières qui sont comme des champs de force tout autour de nous, et on ouvre ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais allé. Working. Because the problems often seem insurmountable. Let's go! But haven't we always risen to meet them? I'm about to do something that might get us both killed. I'm gonna enjoy this new world. Discovery carried us into the future. We will make that future bright. You are going to figure out what caused the burn and help to rebuild the Federation. We all will. Hello. I'm not a cat person. No. Program complete. Alors ce soir, pour discuter avec moi du 3e épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery, je vais être accompagné par quelqu'un qui, on va dire, partage ma cabine, parce qu'en fait il s'agit de ma femme, qui est aussi ma coloriste de BD accessoirement. Tiens, d'ailleurs je crois que c'est elle. Entrez. Pourquoi tu sonnes en fait, on vit dans la même cabine quand même. Alors, chers auditeurs, je vous présente donc Céline Labrier, alias l'enseigne Sehel. Alors c'est Céline Mathias, je te signale qu'on est mariés quand même. Ah oui c'est vrai, oui mais c'est ton nom d'artiste, parce que tu es coloriste de BD, et sous le nom de Céline Labrier, donc tu as gardé ton nom de jeune fille pour ça. Donc c'est elle que je dessine souvent en andorienne, pour ceux qui posent la question, mais c'est qui cette personne que tu dessines en andorienne sur les dessins qui représente le cadran pop ? C'est Juste elle. parce que j'aime le bleu, c'est tout. Alors en fait Je ne suis pas pistonnée, non. Pas du tout. Alors en fait, vous la connaissez peut-être déjà parce qu'on t'a déjà entendu faire des voix dans les introductions des podcasts précédents. Oui, on m'a obligée à faire quelques voix qui n'étaient pas forcément bien réussies, mais il en fallait. Alors. Ouais, ça fait Acteur Studio, Oui, on fait ce qu'on peut, mais là, en tout cas c'est bien, je suis content d'enfin avoir pu réussir à faire un podcast avec toi, parce que depuis le temps que j'essaye, à chaque fois t'as toujours du travail. Ouais. Oui, parce que madame est coloriste pour de grandes maisons d'édition, alors du coup elle est pas toujours très disponible. Je pense que j'ai quelque chose d'intéressant à dire, mais non, je ne pense pas. Ok. En tout cas, on va commencer tout de suite de parler avec toi de Star Trek. On va déjà s'intéresser à ton premier contact. Quel a été ton premier contact avec Star Trek ? Est-ce que tu t'en souviens ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Je m'en souviens. C'était avec mon père qui regardait les films Star Trek, les tout vieux films, à la télévision. Et nous, c'est pas plutôt la série plutôt ? Non, il y avait les films, c'était les films...
Il y avait aussi la série, mais il y avait surtout les films. C'est lui qui regardait parce qu'il y avait que lui que ça intéressait en fait, et nous on regardait avec, et c'était sympa. En fait, le seul truc qui l'énervait, lui, c'était les effets spéciaux qui n'étaient pas toujours très réussis. Et j'entendais beaucoup de soupirs pendant qu'on regardait les films. Mais sinon, c'était quand même un fan. T'avais quel âge ? J'étais jeune, je sais plus quand ça passait, mais j'étais super jeune. Et toi, du coup, quand est-ce que t'as commencé à t'y mettre vraiment ? Et bah c'est quand mon chéri m'a obligée parce que moi j'aimais beaucoup Star Wars avec mon frère parce que justement c'était pour nous qui étions jeunes c'était plus sympa parce que on trouvait que les effets spéciaux ils étaient plus réussis, il y avait plus d'action, tout ça. Et c'est mon chéri qui, à force d'en parler, qui a réussi à faire de moi une adepte de Star Trek, puisque j'ai vu toutes les séries. Toutes les séries, même certaines, tu les as vues plusieurs fois. Voilà, j'ai même vu le dessin animé. Donc, le dessin animé des années 70. Ouais, voilà. Qui est pas mal, hein. L'animation est pas terrible, mais comme je regarde pas, j'écoute souvent en travaillant, les histoires sont pas mal. C'est quoi ta série Star Trek préférée, du coup ? Est-ce que t'en as une, déjà ? Oui. Laquelle ? C'est Deep Space Nine. Ah, voilà, c'est bien ma femme. Je t'ai pas épousée pour rien. Non, c'est l'histoire de Odo qui me plaît le plus. Puis le capitaine qui est Cisco, ouais. Qui est pas aussi lisse que les autres. Ça c'est sympa. Voilà. Puis il y a quand même pas mal de trucs assez qui ressemblent un peu aux nazis avec les Cardassiens. Les Cardassiens, voilà. Ça rappelle des trucs horribles. Ça nous rappelle des vrais faits historiques. Ouais, c'est pas le seul, mais c'est vrai que c'est un des aspects de la série qui est transposé à beaucoup de trucs de géopolitique et qui est assez intéressant. Un truc quand même qu'il faut que je reprécise, comme vous le savez, en plus d'internet, nous avons à présent aussi des auditeurs sur la bande FM, donc en plus des podcasts téléchargeables sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, etc. On peut aussi nous écouter tous les dimanches soirs sur Radio Campus Lorraine à 99.6 à Nancy, 106.1 à Metz, mais aussi les mercredis soirs sur RPL, c'est 89.2. Il est en train de lire. Il lit. Mais c'est normal de lire. Je crois que je vais retenir toutes les fréquences comme ça. Donc, avant de commencer à parler de l'épisode de ce soir, qu'est-ce que t'as pensé des 2 premiers épisodes de la saison 3 ? Alors, je les ai plutôt bien aimés. Déjà, le premier épisode, il m'a fait une très bonne impression avant le générique. Ouais, le pré-générique, je me suis dit, waouh, là, au niveau des effets spéciaux, je pense que mon père n'aurait rien à dire là-dessus. Et, Michel, on t'embrasse. Et du coup, ça met quand même bien dans l'ambiance, dans l'action. Bon, après, comme les autres fans, je suppose qu'il y a les mêmes problèmes qui m'ont un petit peu dérangé, comme... Au niveau de l'histoire. Oui, voilà, comme de se rendre compte que, le vaisseau n'a pas suivi directement Michael Burnham, bah oui, ouais, évidemment. Il aurait fallu se poser la question avant, peut-être. Voilà, bon, après, je sais pas, c'est peut-être expliqué, mais bon, pour moi, ça avait pas l'air d'être clair dans leur tête. Bah, comme beaucoup de choses, le plan, voilà. Si tu te souviens de la saison 2, le plan, en réalité, il est complètement incohérent, donc, mais ça, on en a déjà parlé. Dans le premier épisode, ce qui m'a bien plu aussi, c'était l'aspect, finalement, un peu Star Wars. Donc ça, je sais pas, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais... On sait pas si ça va plaire à tout le monde, mais en tout cas, tout le monde l'a noté, que ça faisait très Star Wars. Oui, voilà, alors, donc, pareil, les 2 premiers, il y a encore beaucoup d'action, on retrouve pas trop encore, on va dire, l'esprit de Star Trek. c'est moi, ce que j'aimais bien dans Star Trek, c'est ça, que ça pose des questions de moralité, des questions importantes, et on y réfléchit, tout ça. Bon, bah là, pour l'instant, c'est le début, c'est normal, mais en même temps, est-ce que t'as l'impression qu'ils ont posé beaucoup de questions dans les 2 premières saisons ? Ah bah non, justement. Voilà, donc du coup... Et j'ai peur que ça fasse pareil. Ouais, on est d'accord. Donc là, par exemple, on prend l'exemple de Deep Space Nine, avec Odo, son identité. Oui, c'était riche, c'était dense. Ouais, c'est pareil, le capitaine, il doit faire marcher son navire, entre guillemets, enfin sa station, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit pas faire, enfin, il y a beaucoup de choses. Oui, t'avais de la géopolitique, t'avais de la religion, oui, les Cardassiens, est-ce qu'ils sont tous, c'est tous des raclures? Non, ça l'est pas. Voilà, enfin bon, il y avait pas mal... Dans Star Trek, il y a beaucoup de questions
dans les Star Trek, on va dire, les autres séries, il y a beaucoup de questions sur soi-même, sur ce qu'on doit faire avec les autres, sur ce qu'on a le pouvoir de faire ou pas. Et là, pour l'instant, dans Discovery, il n'y en a pas trop. Ouais, ou alors quand il y en a, c'est toujours assez vite éludé au profit des histoires un peu plus romanesques. Là, j'ai l'espoir que, justement, ils vont... Là, apparemment, c'est le chaos dans l'univers, enfin... Dans la galaxie. Et du coup, on espère que la Fédération va remettre un petit peu de calme, d'ordre, on va dire. Qu'ils vont mettre un petit peu l'ordre dans ce bordel. Ah si, et Tilly, la pauvre Tilly, ce personnage, on voit que les scénaristes, ils font des efforts pour qu'on l'aime bien, et ils font beaucoup d'efforts pour qu'on la trouve maladroite, et du coup, qu'on la trouve sympathique et tout, mais non, ça ne marche pas. C'est vraiment son personnage qui moi, personnellement, ça m'inspire pas du tout la sympathie, quoi. C'est un boulet, en fait. C'est vrai, je suis un peu d'accord. Elle a un côté un peu Ali McBeal dans l'espace, quoi. Ouais, mais Ali McBeal... Oui, mais elle est maladroite. Ouais, mais Ali McBeal aussi, elle est pénible, je trouve. Mais c'est vrai que... Non, mais oui, effectivement, t'as raison. Je suis sa femme et j'ai toujours raison. Alors en fait, comme la semaine dernière, on parlait de Calypso justement avec Romain, on se demandait si le court-métrage Calypso écrit par Michael Chabon l'an dernier, finalement pouvait être contemporain de la saison 3 de Star Trek Discovery, parce que le court-métrage nous montrait donc le Discovery qui avait une entité intelligente à bord, enfin le Discovery devenait intelligent et elle se faisait appeler Zora, si je me souviens bien, c'était Zora. Et donc elle recueille un soldat qui est blessé, et puis elle le soigne, et puis elle vit une sorte de petite histoire d'amour avec avant de le laisser repartir. Et en fait, en revoyant l'épisode, on se rend compte que jamais, à aucun moment... Donc on nous parle, il y a une guerre à ce moment-là, qui oppose deux factions, d'apparence humaine sans doute. Mais le souci, c'est que jamais on nous donne une date, donc on ne pourrait pas le situer. Tout ce qu'on sait, c'est que le Discovery, le vaisseau, a été abandonné depuis 1000 ans. Donc si ça se trouve, Calypso se passe pas en 3100 quelque chose, mais en 4100 quelque chose. Donc voilà, on se posait la question de savoir est-ce que c'est cohérent ou pas. A priori, pour le moment, il n'y a rien qui contredit cette version-là. Peut-être que effectivement, le Discovery va rester dans le futur, et même bien plus longtemps qu'on le pensait. Et d'ailleurs, pour faire le lien aussi avec ce court-métrage, on parle d'une race, ou en tout cas d'un groupe contre lequel le personnage est en guerre, qui s'appelle les Vadraish. Les Vedresh. Les Vedresh. Vedresh, je sais pas. Je sais plus comment on dit. V''Dreich. Ouais, parce que là, on est en train de le lire. Vedresh. Ok. Et ce terme-là avait été aussi cité, le méchant de l'épisode 2, c'était un capitaine Vedresh. Donc voilà, il y a quand même une cohérence. On sent que finalement, ils essayent quand même de raccrocher, même si peut-être c'était pas prévu depuis le début, mais en tout cas, le court-métrage Calypso, peut-être que la série Discovery se dirige vers là. Avant d'entrer dans la zone spoiler, je vais te poser une question toute simple. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode de ce soir ? J'ai beaucoup aimé, en fait. Pour une fois, je me suis pas ennuyée. C'est la première fois dans la série de Discovery, je crois. De toute la série dans son ensemble ? Oui, je pense. C'est vrai que l'épisode était pas mal parce qu'on retrouvait quand même pas mal des choses qu'on connaît habituellement de la série. Il y a de la discussion, il y a de la camaraderie, et surtout, en ce qui me concerne, il y a de la caméra qui ne tremble pas. Donc merci à Jonathan Frakes qui a réalisé l'épisode, parce que là on voit bien que c'est un vieux de la vieille qui est assez old school, et que du coup c'est fait quand même vraiment... On voit que la réalisation, des fois ça apporte quand même quelque chose, quoi. En général c'est lui qui réalise les meilleurs épisodes. Là encore, comme c'est un bon épisode, on est bien content que ce soit lui. Et on a retrouvé un petit peu de l'esprit de Star Trek, je trouve, dans cet épisode-là. C'était bien. Voilà, c'était bien. Donc là, maintenant, on rentre directement dans la zone spoiler. Red alert! No, there's no need. But we agreed to discuss. No, it's you, Saru. And chain of command dictates it. I don't know if it's ever been me. You brought this ship through time. You carried this crew on your shoulders. You are a captain in the truest sense of the word. It would be my honor.
This ship bears the name Discovery. Never has that been more fitting or more prescient. She has carried us into the future, and it will be our privilege to make that future bright. Let us begin together. Donc l'épisode commence sur une espèce de flashback slash journal de bord personnel de Michael Burnham qui nous explique grosso modo ce qui lui est arrivé pendant une année entière. Donc on comprend qu'elle a enquêté sur la brûlure qui a détruit donc tout l'ensemble des vaisseaux connus de la Fédération et des autres. On comprend aussi quand même que le dilithium était déjà en rupture de stock un petit peu auparavant la brûlure et que c'est cette brûlure qui a fini d'achever justement le voyage galactique à longue portée. Oui, et donc on voit que ses cheveux poussent, mais ils poussent quand même beaucoup. Ouais, ça doit être des rajouts, je pense, hein, parce que là, en un an, c'est impressionnant. Mais au moins, c'est bien, ils lui ont changé de coupe parce que ça lui va beaucoup mieux, là, comme ça. Bah, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça qui a changé. J'ai l'impression qu'ils ont quand même rebooté complètement le personnage, parce qu'on sent quand même qu'au niveau de la caractérisation de son personnage, non seulement il y a des ajustements, on s'en rend compte, mais elle n'arrête pas de le dire, hein, quand même. Oh, je suis la même, mais en même temps, j'ai changé. Oui. Et il lui faudra du temps pour revenir comme elle était avant, mais nous, on préfère qu'elle reste comme ça, en fait. Voilà, c'est ça. Ça va, c'est bien comme ça. Ouais, qu'elle reste comme ça, c'est clair que c'est vraiment ce qu'on préfère, même si elle chouigne un peu, hein, quand même, on va pas se le cacher. C'est un peu normal, mais bon. Oui, là, en l'occurrence, tout ce qui était énervant de la part de Michael Burnham auparavant, c'est-à-dire qu'elle arrive au centre de l'action et c'est elle qui chapeaute un peu tout, ici, c'est un peu normal parce que c'est elle qui en sait plus que les autres, puisque ça fait 1 an qu'elle est là. Et puis c'est aussi normal qu'elle pleure, parce que ça fait 1 an qu'elle les attend, alors que pour les autres, ça fait seulement 2 jours qu'ils l'ont quittée à peu près. Donc tout cela, au moins ici, c'est organique, quoi. Et puis, elle est quand même aidée par une personne qui s'y connaît en piraterie, apparemment. Hein. Ouais, donc ensuite, Michael, c'est les retrouvailles entre Michael et l'équipage du Discovery. S'ensuit une conversation que moi j'ai bien appréciée, où justement Saru se demande qui doit être le capitaine, parce que c'est vrai que lui et Michael, en fait, sont d'un rang équivalent, ils sont tous les deux commandeurs, même si lui il était capitaine par intérim, il ne restait que commandeur, donc du coup, effectivement, la question pouvait se poser légitimement de savoir qui va prendre la chaise du capitaine, et je suis bien heureux que ce soit Saru, que Michael le propose, et parce que effectivement c'est logique, et parce que du coup on se rend compte peut-être aussi que Saru lui aussi a un peu rebooté, il l'était déjà dans la saison 2 du fait que il a évolué physiologiquement, ce qui l'a rendu plus téméraire et moins anxieux, et du coup ce qui fait que il a développé des qualités qui font de lui un bon capitaine, et que là c'est complètement acté, quoi. Et je trouve que il a plutôt la classe, et cette nouvelle dynamique entre lui et Michael et entre lui et le reste de l'équipage fonctionne plutôt bien. Non, mais de toute façon, on sent qu'en plus, elle s'est détachée un peu de l'équipage et tout ça. Donc elle peut pas reprendre sa place elle peut pas prendre une place de capitaine comme ça en arrivant après 1 an d'absence, entre guillemets, pour elle. Donc, et puis on sent bien qu'elle a pas envie, de toute façon. Ça, comme on le disait, elle est entre deux feux. Elle voudrait revenir comme elle était avant et en même temps non. Donc, c'est clair que ça fait pas d'elle le candidat idéal pour être la nouvelle capitaine. Moi, j'ai quand même trouvé ça vraiment, vraiment bien, et le fait que tout l'équipage à l'unisson dise oui, capitaine. Et d'ailleurs, le fait qu'on le cite souvent comme capitaine, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cool, tu vois. Chaque fois qu'on s'adresse à Saru, on lui dit oui, capitaine. Et là, du coup, on a vraiment une dynamique d'équipage sur la passerelle. Il y a vraiment et du coup Saru il a pris vraiment une prestance, il a pris une hauteur qu'ont tous les grands capitaines de Star Trek, et ça fonctionne vraiment très très bien. Et il a la droiture d'un capitaine de Star Trek de toute façon. Il est impeccable en fait. Ensuite, après le générique, donc on a une scène entre Michael et Tilly qui est le seul moment où moi je me suis dit bon, c'est un peu relou. Mais c'est vrai que vu les circonstances, on peut le comprendre. C'est juste que Tilly elle m'énerve un petit peu de se rendre compte que j'ai laissé toute ma famille derrière, mais c'est parce qu'elle était prise dans le feu de l'action avant. Tu trouves toi? Il fallait se décider vite, oui ou non, et puis après c'est trop tard, hein. Une fois que c'est fait, c'est fait.
Ouais. Bon, on va dire que du coup, oui, ça fonctionne quand même. Même si, moi j'avoue que j'en ai un peu marre des larmes. Du coup, moi je serais à sa place, j'aurais envie de faire comme Ripley dans Alien 2, Aliens, et me renseigner sur ma famille, tout ça, ce qui s'est passé. Ce qui leur est arrivé. Ah, peut-être il y en a certains qui vont faire ça, on sait pas. En tout cas, ils vont peut-être retrouver des descendants plus tard. Oui, donc, et puis là, t'as Saru qui donc veut faire de Michael sa numéro 1. Ouais. Et c'est vrai que même là, je trouve que la dynamique Saru-Michael, elle fonctionne. Et surtout, ce que j'ai trouvé bien, c'est que donc Saru, il interroge quand même les motivations de Michael. Il se pose des bonnes questions. Ce que je regrettais souvent dans les 2 premières saisons, c'est qu'il se posait jamais les bonnes questions à les personnages. En général, quand il y avait quelque chose qui arrivait, il l'acceptait ou il le refusait parce que c'était comme ça. Et là, ok, on prend note. Et finalement, l'histoire, elle avance comme les scénaristes veulent qu'elle avance. Mais au moins, les personnages prennent le temps de s'interroger. Donc là, on se retrouve avec visiblement donc la Terre qui ne fait plus partie de la Fédération et qui se fait attaquer régulièrement par des entités qui veulent leur piquer leur dilithium. Alors ça, c'est quand même vraiment... C'était pas mal. Et donc justement, du coup, là, on a vraiment des espèces de... un combat spatial avec Michael qui se fait son petit coup de son côté avec son copain Book. Donc ouais, c'est vrai que déjà, moi, ça m'a un peu gonflé de me dire, elle recommence... Comme Georgiou n'arrête pas de répéter. Cette fois, c'est son ami qui a... C'est aussi grâce à son ami qu'elle a l'idée, parce que, entre guillemets, pendant 1 an, ils ont fait un peu des coups comme ça pendant toute l'année, quoi. Et ça, on comprend tout de suite, parce qu'ils parlent, ils ont des références, ils disent « oui, tu te souviens de ci, tu te souviens de ça ». Oui, c'est vrai, mais... Ils n'ont pas arrêté. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que... D'ailleurs, c'est ce que lui reproche un peu Saru, c'est que elle le met pas dans la confidence du plan qu'elle veut faire, et c'est quand même un peu embêtant. Oui, carrément, c'est embêtant, mais bon. Avant d'aller plus loin, on va écouter la capsule de notre bon capitaine. Captain, incoming message. Bonjour numéro 1, bonjour à tout l'équipage. Alors que dire cette semaine, si ce n'est que j'ai été très agréablement surpris par l'épisode, après un épisode 2 que, si vous vous souvenez bien, j'avais pas trop aimé. Je trouve que l'épisode prend les choses du bon côté en ne prenant pas trop son temps au cours de la saison pour les réunions, le retour vers la Terre, essayer de faire bouger le Discovery, tout se passe très vite. Et justement, on a ce retour sur Terre qui amène une intrigue intéressante. C'est probablement, et je sais que je suis pas tout seul à penser ça, l'épisode le plus trekien de Discovery jusqu'ici, avec une vraie intrigue comme on en a déjà vu de diplomatie, d'essayer d'arranger les choses et d'aller vers le meilleur pour tous. À travers des discussions, c'est un aspect de l'épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça prend beaucoup de l'épisode, hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai très apprécié. Les nouveaux persos aussi sont cool, notamment le personnage d'Adira, si je me trompe pas, cette espèce de jeune génie de la Terre qui croit encore en la Fédération et avec un petit twist. Alors je sais pas quand cette capsule sera diffusée au sein du podcast, donc je vais pas spoiler, mais voilà, on savait qu'on allait voir ce genre de choses dans la saison et je suis assez content que ça arrive maintenant. Je pense que ça peut être un bon personnage pour la suite. Voilà, donc dans l'ensemble, moi j'ai trouvé que c'était un très bon épisode, même si on a une Burnham qui pleure, on aurait pu s'en passer. En même temps, c'est un moment émouvant, c'est des retrouvailles. De son côté, ça fait un peu plus d'1 an, enfin ça fait 1 an qu'elle est là, donc oui, en effet, voilà, on peut comprendre les larmes pour une fois. Que dire de plus ? Alors, 2 choses. S'il y a une chose qui m'a énervé au cours de l'épisode, enfin énervé, que je trouve un peu bidon, c'est que entre Book et Michael, justement, en fait, je suis un peu déçu que Michael ait passé que 1 an dans ce futur avant que le Discovery revienne, parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant que ce soit 5 ans, par exemple. Et en l'occurrence, dans leur dialogue, dans les changements de Michael, dans tout ce qui lui est arrivé, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vécu beaucoup d'aventures pour seulement 1 an de temps. Je trouve ça un peu bête, parce que, à la rigueur, pour pas avoir dit que c'était 2 ou 3 ans, quoi, si c'est pour mettre autant d'aventures que ça. Donc voilà, c'est un peu dommage. Sinon, on nous rappelle que ça fait qu'il y a eu un bond de 700 ans dans le futur. Du coup... Ça m'a rappelé, je crois qu'on en a déjà parlé, ou alors ça faisait partie de nos spéculations pré-saison, que le personnage du docteur de Voyager se réveillait 700 ans dans le futur. Du coup, oui, c'est plus 900 ans pour le Discovery. Mais le docteur du Voyager se réveillait 700 ans dans le futur dans un épisode qui s'appelait Living Witness, où sa conscience était ramenée et il se retrouvait face à une espèce qui jugeait l'équipage du Voyager
en se basant sur des faits erronés. Et dans cet épisode, à la fin, il repartait pour son cadran et pour retrouver la Terre. Et du coup, le fait que ce bond ait eu lieu laissait présager que dans le futur, on pouvait le revoir potentiellement. Alors, on l'a pas revu dans Picard, par exemple, parce que ça se passe bien avant. Là, le délai fait qu'on aurait pu le revoir. Alors, je suis allé faire des petits calculs et des petites recherches pour savoir temporellement quand il aurait pu revenir. Il s'avère que l'épisode se passant en 3074, il s'est réveillé, il a entamé son voyage de retour exactement au moment où le phénomène de The Burn a eu lieu dans le passé de Discovery. Ce qui fait que peut-être ce pauvre docteur est mort sur le voyage du retour, ce que je trouverais très, très dommage. Peut-être que si ça se trouve, il y aura un plot twist où en fait il est lié à cet événement. Je ne sais pas, on ne sait jamais. Toujours est-il que voilà, il tombe pile dans la fourchette d'estimation de quand se trouve The Burn. Voilà, ça peut être dramatique. Écoutez, je vous rends l'antenne numéro 1 et à bientôt. Donc oui, t'as vu, donc Manu, lui, il a bien aimé le nouveau personnage qui est espèce de nouveau Wesley Crusher. Ouais, moi j'ai pas trop aimé pour l'instant. Parce que justement, déjà les petits génies, ça commence à en avoir beaucoup sur le... Oui, du coup, il y a Tilly. Ouais, Tilly, bah oui, puis elle fait un peu sa jalouse, c'est marrant. Non, mais moi, surtout les trills, c'est une espèce qu'on a quand même beaucoup vue dans Voyager. Non, dans Deep Space Nine. Dans Deep Space Nine, pardon. Du coup, bon, je suis pas super fanat de les retrouver, quoi. Bon. Donc c'est vrai que le plot twist parlait de Manu, c'est qu'effectivement ce personnage-là, qui est humaine, et donc elle a fusionné donc avec un symbiote Trill. Ça peut être une bonne source d'informations sur ce qui s'est passé, tout ça, donc ça c'est bien. Après j'aime bien quand on ne resserre pas les mêmes intrigues, hein. J'ai peur des symbiotes qu'il faut mettre dans un autre corps, tout ça. Bon là je suis pas sûr que ça va arriver, mais en tout cas c'est vrai que c'est déjà dans l'histoire de Star Trek, c'est déjà arrivé qu'effectivement un humain soit l'hôte d'un symbiote Trill. On se souvient tous du commandeur Riker dans Star Trek de la nouvelle génération. Donc oui, on sait que ça marche. Mais ça marche pas bien normalement. Oui, enfin à l'époque là ça marche pas bien, mais là tu peux te dire 1000 ans dans le futur, peut-être qu'ils ont trouvé une technique pour que ça marche bien. Alors c'est viable, enfin c'est du coup l'hôte n'est pas en danger. Et sûrement pas le symbiote non plus, mais en tout cas, par contre, la symbiose, elle ne se fait pas correctement puisque le personnage n'arrive pas à obtenir ses souvenirs. Donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que ce sont des informations qu'il va falloir aller chercher, et donc du coup, peut-être qu'il va falloir retrouver le peuple Trill pour lui demander de l'aide. Je pense que ça va être le prochain épisode, ça, par exemple. Ouais, Manu, je suis d'accord avec toi. On a l'impression qu'il s'est passé plus de temps que seulement une année, en fait. Et du coup, on se demande... en fait, on a l'impression qu'ils n'ont pas arrêté et de faire, je sais pas, des trucs à eux. Et du coup, on sait pas trop quand est-ce qu'elle a eu le temps de chercher le Discovery. Ah, mais peut-être que c'est pas une année terrienne. Ah oui, peut-être. Ouais. Et maintenant, on va écouter la capsule de Marina. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je dois dire que j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je trouve qu'il a pris le meilleur des séries précédentes pour en faire quelque chose d'original. Alors, pour les précédents épisodes de Discovery, cette saison, il y a une première scène et une scène de conclusion qui sont éblouissantes de virtuosité, d'écriture, de caractérisation des personnages, de réalisation. Elles réussissent réellement à créer une atmosphère envoûtante. Et je dois dire que c'est sans doute lié au réalisateur, Jonathan Frakes, qui officie à nouveau. Et voilà, il réussit vraiment à créer une atmosphère envoûtante. La courte séquence où Michael raconte en voice-over ce qui lui est arrivé au cours de cette année est parfaite. Le montage, le dialogue, la performance de l'actrice. Et depuis le début de la saison, je trouve que Discovery excelle dans ces petites scènes à l'atmosphère envoûtante. Alors ça m'avait particulièrement impressionné dans le premier épisode, avec ce gardien sur une station orbitale perdue dans un champ d'astéroïdes. Là, c'est parfait. Et ça m'a même rappelé l'une des séries de SF récentes que j'adore, qui s'appelle The Expanse. Et voilà, donc toute proportion gardée, bien sûr. Alors,
Le retour sur Terre est intéressant et plein de promesses. Je trouve que la série réussit à faire quelque chose d'original avec ce qui s'est passé en 900 ans. Et voilà, la barrière de protection, le commandement, les réactions, c'était plein de promesses, je trouve. Là, sur la quête de l'énergie, le fait que le lithium soit devenu une énergie dangereuse et un véritable enjeu stratégique entre plusieurs factions est également est d'actualité, vu que c'est une thématique de notre époque, sur les enjeux stratégiques de l'énergie et de nos ressources. Donc voilà, je trouve que là-dessus, Star Trek, traite de thématiques, qui sont d'actualité et c'est pour ça que la série est aussi pertinente. Que les références sont inspirées, donc j'ai parlé de The Expanse, mais il y a aussi, la référence au rêve et là, comme c'est assez envoûtant et cette ligne de scénario m'a rappelé, celle de Dolores dans Westworld. J'ai également eu un flash en voyant le mur des disparus de Tilly. Ça m'a tout de suite fait penser à Battlestar Galactica, bien sûr. Alors, les personnages que j'ai beaucoup aimés dans cet épisode, je veux dire que Book est très intéressant et prend énormément de profondeur. Ses interactions avec Michael et avec le reste de l'équipage, dans une moindre mesure, sont très intéressants. Je trouve que l'acteur a beaucoup de charisme dans le rôle et en quelques lignes de dialogue, il arrive à nous faire croire qu'il y a plein d'histoires avec Michael. Et voilà, et on a envie d'en savoir plus, hein, tout simplement. C'est le signe que la série est bien écrite. Saru en capitaine, j'ai envie de dire enfin, et c'est mérité après tout ce qui s'est passé. Voilà, donc il est capitaine du Discovery. Heu, pour la première fois à l'écran, on a un capitaine qui n'est pas, terrien. Donc voilà, on a envie d'en savoir plus également sur ce personnage et de le voir évoluer. Michael est très, très bien dans cet épisode. Elle a, je trouve, énormément de charisme et de présence. Je veux dire que je m'attache de plus en plus à ce personnage et voilà, donc là aussi, ça va être intéressant de voir comment le scénario va évoluer. Alors, Adjira, c'est un personnage donc c'est un symbiote Trill comme on apprend et c'est en fait, à l'amiral Tal, donc là également il y a une référence à Deep Space Nine et à Jadzia Dax, au symbiote Dax. Donc bon, c'est un nouveau personnage, qui est démasqué très tôt, donc il n'y a pas de mystère, donc ce n'est pas le point central, mais ça va être intéressant de voir comment ça va être développé. Et j'ai trouvé que l'actrice était très bien dans le rôle et s'affirmait beaucoup. Donc il y avait énormément de bonnes performances d'acteurs dans cet épisode et c'est sans doute lié aussi à la direction d'acteur de Jonathan Frakes, hein, c'était, très bien fait. Alors en revanche, ce qui me chiffonne toujours, c'est la théorie du voyage temporel. Vouloir rétablir la fédération à tout prix comme une nécessité paraît un peu incongru. C'est un peu comme si des monarchistes voyageaient dans le temps pour rétablir les descendants des Capétiens sur le trône de France. Par contre, je suis d'accord, vouloir rétablir un idéal de gouvernement unifié des planètes qui prendrait un autre nom, pourquoi pas, vu que c'est le chaos dans la galaxie depuis que Starfleet et la Fédération sont tombés. Donc j'attends de voir comment va évoluer ce point de scénario, mais pour l'instant, il n'y a pas une très grande maîtrise de certains codes. Bien vu Marina pour le truc de Galactica, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, c'est plutôt évident. Sauf que eux, dans Galactica, ils accrochent dans le couloir parce qu'ils ont plus de place. Mais là, on se peut pourquoi. C'est vrai. Et maintenant, on va écouter la capsule de Romain. Salut Guigui et salut à toute l'équipe du Quadrant Pop ainsi que vous tous qui nous écoutez aujourd'hui. Je regrette de ne pas être avec vous aujourd'hui parce que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce 3e épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery. Je l'ai apprécié pour plusieurs raisons mais qui me semblent être un peu les gros changements que semble vouloir apporter cette 3e saison depuis qu'elle a commencé. Première chose, une Michael Burnham plus légère, plus reposée, plus douce, plus fun. Voilà, on sent quand même que les critiques qui ont été faites sur la gravité
absolue de ce personnage qui était tout le temps au bord des larmes. Bon, on n'évite pas les larmes dans cet épisode, mais enfin, globalement, je trouvais que dans ses interactions avec Booker, par exemple, on a été sur quelque chose et avec tout le reste de l'équipage, on était quelque chose de plus léger, plus trekien finalement. On retrouvait cet esprit un petit peu plus léger, et pas que à travers Michael d'ailleurs, également à travers les autres personnages, on retrouvait cet esprit un petit peu plus léger qui manque un peu dans le New Trek par rapport à ce qu'on a connu dans le Old Trek, que ça soit dans Next Generation, Deep Space Nine ou même Voyager et Enterprise. Deuxième chose que j'ai beaucoup apprécié dans cet épisode, et là c'est un vrai gros changement dans l'esprit de Discovery et quelque chose que beaucoup de fans ont regretté aussi bien sur les 2 premières saisons de Discovery que sur la première saison de Picard, c'est que on a l'impression d'être sur quelque chose d'un tout petit peu moins feuilletonnant et en tout cas, ça reste feuilletonnant, mais disons qu'il y a une vraie volonté de faire des épisodes avec un début, un milieu, une fin. Dans le premier épisode, c'était assez logique, puisqu'on ne suivait que Michael, donc son histoire et ses voyages, sa rencontre avec Booker, on s'en doutait. Dans ce deuxième épisode, il y a tout cet arc sur les Terriens qui sont en guerre contre les... alors je me rappelle plus ce que c'est exactement, mais bon, vous voyez de qui je parle, les Plutoniens, je crois, ou je sais plus de quelle planète ils sont. Et là aussi, un début, un mystère, qui sont les méchants, une résolution, on sait qui sont les méchants, et une deuxième résolution, une paix qui se fait entre les Terriens et cette espèce qui est en fait la même. Voilà, j'ai trouvé ça très plaisant qu'on me raconte une histoire. Alors ça s'inscrit évidemment dans une partie feuilletonnante, qui est que va devenir l'équipage de Discovery dans ce futur et comment ils vont restaurer l'esprit de la Fédération dans ce futur abîmé. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié d'avoir une histoire A et une histoire B qui est finalement exactement la thématique qu'avaient les grandes séries Star Trek et en particulier il y avait toujours 2 histoires en général dans les épisodes de Star Trek et c'est quelque chose qui était très visible dans les épisodes de Deep Space Nine. Et puis troisième chose importante qui est liée directement à ce que je viens de vous dire, j'ai trouvé que cet épisode était très Star Trek. Je dirais même que c'est peut-être le plus Star Trek de tous les épisodes qui ont été diffusés jusqu'à maintenant dans l'ère New Star Trek, dans l'ère Kurtzman, appelons-la comme ça. Voilà, j'ai trouvé que même si c'est on peut trouver ça un petit peu cucul à praline, mais la Fédération qui revient à ses racines, de faire converger de résoudre des conflits, de faire discuter les gens, d'amener la paix. Là, elle amène même la paix jusqu'à sa propre terre, on retourne vraiment aux origines. J'ai trouvé ça très très plaisant. On retrouve la naïveté certaine de Star Trek, mais après tout, c'est ce qu'on aime chez Star Trek, c'est ce qui est différent. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde parle beaucoup, mais personne ne s'écoute vraiment. Et finalement, cet épisode parle beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'il y a deux espèces qui s'opposent et qui se font la guerre pour finalement se rendre compte qu'en fait, ils ont tout en commun. Certes, c'est très naïf, mais on est quand même bien dans l'esprit original de Star Trek. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un excellent épisode à tout point de vue. Je vous parle pas du nouveau personnage, je suis sûr que Guigui le fera mieux que moi, mais j'ai trouvé que ce nouveau personnage était très bien introduit également et très plaisant. J'ai trouvé qu'on est vraiment dans une... on sent qu'il y a des modifications profondes qui ont été faites dans l'écriture de cette série, et j'espère vraiment qu'ils vont s'y tenir, et en particulier cette histoire de Story A et de Story B dans chaque épisode, parce que voilà, moi ça me rappelle quand même beaucoup plus le Star Trek que j'aime, plutôt que le Star Trek ultra feuilletonnant, qui n'est plus que feuilletonnant, que nous a présenté Discovery 1-2 et Picard. Voilà Guigui, je te rends la parole et je te vois la semaine prochaine. Ciao tout le monde, bye bye. Program complete. Bon, d'abord Romain, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. On retrouve vraiment l'esprit de Star Trek dans cet épisode. Et moi c'est ce qui me plaît aussi le plus. Et quand tu dis que c'est un peu naïf, c'est pas faux. Mais justement je trouve que c'est ce qui rend Star Trek un peu spécial aussi. C'est le fait que ce soit un futur, en tout cas dans les premières séries, c'est un futur un petit peu utopiste et idéalisé où tout le monde a réussi quand même, ou presque tout le monde, à se mettre d'accord et à former une fédération. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il fallait que la fédération disparaisse pour que son esprit réapparaisse finalement. Parce que là, avec la scène où ils arrivent à se mettre d'accord seulement en dialoguant, moi c'est exactement ça que j'aime dans Star Trek.
Moi aussi, c'est exactement ça. Hein. À ceci près, j'ai quand même une toute petite réserve. Alors, je souscris complètement à ce qu'a dit Romain, Marina, Manu et toi, bien sûr. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est qu'au niveau de la mise en scène, ils mettent un peu un petit drapeau dessus. C'est-à-dire, quand... oui. Sûr. Quand t'as les deux terriens qui se mettent d'accord et tout, t'as le plan sur Saru satisfait avec les petites notes de musique de Star Trek en fond qui nous disent vous voyez, c'est ça Star Trek. Et bon, alors, ok. C'est ça la fédération. Oui, c'est ça la fédération. Mais ce que je veux dire, c'est surtout, t'as l'impression que les scénaristes, ils sont justement en train de dire, comme le dit Romain, vous avez vu, vous avez écouté, hein, on a bien fait notre devoir là, ce coup-ci. On est fiers de nous et j'espère que vous l'êtes aussi. Oui, mais moi je trouve que c'est justement ce qui fait la spécificité de Star Trek, tu vois, c'est cet esprit-là. Donc, non, mais je suis content de le retrouver. Moi aussi, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il il surjoue un peu, tu vois, ils en rajoutent un petit peu plus pour montrer, vous voyez, nous aussi, on sait faire la nouvelle génération. C'est une démonstration pour les autres, pour les terriens, pour les gens qui habitent sur Titan. C'est surtout une démonstration pour les téléspectateurs et les fans de Star Trek qui n'arrêtent pas de dire oh là là, on a perdu l'esprit de la série. Donc c'est juste que je trouvais que c'était un petit peu appuyé, quoi. Ouais, c'était un petit peu appuyé. C'est pas grave, là, c'est vraiment je pinaille. C'est juste pour dire. Ah si, il y a quand même un truc moi qui m'a énervé, c'est Georgiou qui démasque les mecs de Titan, donc c'est pas Pluton, c'est Titan. Elle lui donne un coup de balayette dans les jambes et puis elle lui enlève son masque. Mais on sait pas si elle les a démasqués en fait, si ça se trouve elle voulait juste être... Juste méchante. Elle le tape, elle lui prend son truc et c'est tout. C'est possible, hein, c'est un peu le personnage, hein, qui est assez énervant quand même, je trouve. Ouais. Parce qu'elle est toujours assez hautaine. Bon, puis moi je comprends pas trop quand même leur relation avec Michael Burnham. Au bout d'un moment, je trouve pas que ce soit très intéressant, quoi. Ouais, il y a juste là, elle semble comprendre quand même le plan de Michael avant. Enfin, en tout cas, elle fait croire qu'elle comprend le plan de Michael avant Saru. Mais elle comprend tout avant tout le monde. Ouais, mais c'est ce qu'elle dit, mais en fait, elle en fait pas vraiment la démonstration. Donc si ça se trouve, elle fait ça juste pour bitcher. Juste pour être relou et en fait elle sait pas parce que ouais voilà c'est ça c'est pour se la péter. Et sinon oui je suis assez d'accord avec Romain sur la légèreté. Je l'ai surtout décelé justement avec le nouveau personnage, avec le nouveau petit génie et son dialogue avec Stamets où il s'échange un peu les trucs et puis bon Stamets lui explique un peu, lui dit voilà j'ai compris que t'avais compris, toi-même tu sais. Et j'ai trouvé que ce dialogue il y avait effectivement une légèreté et puis on retrouvait un peu des duos, des dialogues et une fraîcheur, parce que ce nouveau personnage-là, il a une candeur et une fraîcheur qui rappelle donc beaucoup de vieux personnages, enfin des personnages des séries des années 90 et des origines, et c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt sympathique aussi. Même si, à l'origine, Stamets, c'est un personnage que je détestais, et qu'en général, les petits génies à la Wesley Crusher, je peux pas les encadrer. Il y a surtout qu'il y a déjà Tilly, normalement. Donc là, ça fait un peu doublon. Alors peut-être qu'ils veulent un petit peu la remplacer, je sais pas. C'est bizarre. Ou alors peut-être que Tilly va être comme Saru et Michael, ils ont été un peu rebootés, peut-être qu'elle-même aussi le sera. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, moi je m'attends dans les prochains épisodes à ce qu'on aille sur la planète des Trills. Justement, j'ai une question quand même. À ton avis, est-ce qu'ils vont essayer de voyager dans le temps et d'empêcher la catastrophe de The Burn, ou est-ce qu'ils vont essayer plutôt de rester dans le futur et de reconstruire la Fédération ? Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont déjà enquêter sur la brûlure et savoir qu'est-ce qui l'a causé. Donc ça à mon avis, ils vont le faire, il n'y a pas de souci. Et peut-être réparer la chose ou mettre en cause l'espèce qui est concernée, ou je ne sais pas. Toi, t'espères qu'ils réparent les dégâts en voyageant dans le temps, donc ? Non, pas forcément en voyageant dans le temps. Peut-être ils vont découvrir une nouvelle source je sais pas, d'énergie. D'énergie, ouais. Ouais, en fait, ce que tu souhaites, c'est qu'ils découvrent l'origine du problème et qu'ils en tirent des conséquences, quoi, mais sans plus. Non, parce que là, les voyages dans le temps, j'aimerais bien, en fait, que ça s'arrête et qu'ils fassent vraiment de la découverte, quoi, et qu'ils arrêtent de revenir en arrière ou de vouloir réparer des choses. J'aimerais bien qu'ils découvrent l'avenir, enfin, qu'ils découvrent le monde dans lequel ils sont. Donc, avec tout ce qui a changé, tout ce qui est différent... et pas revenir en arrière, ce qu'on connaît, quoi. Mais ça, oui, c'est ce qu'ils ont fait là, justement, en redécouvrant la Terre. Mais après, effectivement, il y a Vulcain à redécouvrir, il y a les Klingons, il y a beaucoup de choses, savoir où est-ce qu'ils en sont, etc. Et d'ailleurs... Les Klingons, du coup, ils sont comme la vieille série, et puis comme
comme au début de Discovery. Et sinon, justement, alors, je ne sais pas si vous l'avez regardé, vous qui nous écoutez, mais il y a la liste des épisodes de cette saison 3 qui a été publiée, et il y a un épisode qui s'appelle Unification, 3e partie. Et donc, je pense que ça sera donc la suite du double épisode de la nouvelle génération où Spock essayait de réunir les Vulcains et les Romulans. Et peut-être qu'on va parler de ça, du coup, dans cette saison, ce qui va dans le sens de, oui, on va explorer les personnages et les peuples qui existent et voir comment ils ont évolué en 1000 ans. Oui, parce que moi, j'aimais bien aussi ce que j'aimais bien dans les anciennes séries, c'est les épisodes indépendants, mais qui concernaient une nouvelle race ou... Ça va plutôt être fait dans la nouvelle série Strange New Worlds avec Pike et Spock, à mon avis. Tu sais où ça sera l'épisode de la planète de la semaine, les extraterrestres de la semaine. Oui. Donc la Discovery, c'est plus du feuilleton. Et c'est vrai que de toute façon, comme on sait que la série, elle a été renouvelée pour une saison 4, donc on se demande bien de quoi ils vont parler, en fait, à partir de maintenant. Ouais, mais même dans par exemple, Deep Space Nine, c'était aussi quand même pas mal feuilletonnant, mais on apprenait pas mal de choses sur de nouvelles espèces, comme les Ferengi, qui étaient assez drôles, et bon, c'était sympa, quoi. Là, comme extraterrestre, nouvelle race à explorer qui fait partie du cast régulier, il n'y a que Saru, hein. Pas vraiment, puisque c'est le seul de son espèce qui diffère des autres, en fait. Mais justement, du coup, voir les Kelpiens, comment ils ont évolué en 1000 ans, ça pourrait être intéressant, justement. Oui, parce que dans la saison 2, Pike et compagnie, ils ont retourné la situation. Oui. Et donc, 1000 ans plus tard, on va se rendre compte que les Kelpiens, ils ont bouffé tous les autres, peut-être, on sait pas. Oui, en plus, c'était sous-entendu que c'était d'abord eux qui étaient plutôt agressifs. Donc, du coup, retourner sur la planète des Kelpiens, ça pourrait être intéressant, rien que pour ça, en tout cas. Rien que pour Saru. Parce que Saru, pour moi, c'est un très bon personnage de Star Trek. Est-ce que tu as bien aimé le personnage de Book, mon chéri? Parce que moi, j'ai bien aimé. Oui, tu dis ça parce qu'il était encore une fois torse nu. Oui. Donc, 2 épisodes, 2 fois torse nu. C'est-à-dire que 100% des épisodes dans lesquels ce personnage apparaît, il est torse nu. Écoute... Et d'ailleurs, oui, quand il arrive sur la passerelle, comme par hasard, il y a toutes les filles qui tournent la tête. Oui, c'est bizarre. Non, mais c'est un bon personnage, quand même. Il est sympathique, même si c'est pas non plus un personnage très profond pour l'instant. Il est quand même sympa. Alors justement, il y a quand même un truc que moi j'ai noté, c'est qu'en 1 an de vie commune avec lui, il n'a pas raconté son histoire personnelle à Michael. En plus, c'est pas une année terrienne, comme tu dis. Ouais, donc du coup, elle sait même pas, il est pas humain et on dirait, mais il a pas de copain. Ouais, c'est bizarre. Ça l'a pas plus interrogé que ça. Elle est pas plus curieuse que ça, c'est bizarre. Mais puis son histoire de chat là, c'est bizarre aussi. Et j'ai beaucoup aimé aussi le design de Wen. Ouais, Wen, le méchant, quoi. Ouais, j'ai beaucoup aimé son espèce de masque là, c'était vraiment sympa. Je me suis dit, une nouvelle créature, et puis ils ont réussi à m'avoir. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je me suis fait complètement avoir là-dessus. Du coup, ça me permet de rejoindre Romain. C'est qu'effectivement, on a une histoire avec un début, un milieu, une fin. Hop, un nouvel antagoniste qui sait quelles sont ses motivations, et dans l'épisode, c'est réglé, quoi. Mais bon, après, on se dit, ils ont jamais pensé à envoyer des messages juste à la Terre, parce que... Ouais, c'est vrai que c'est un peu bête. Ils ont envoyé un vaisseau qui s'est fait détruire. Bon, là, je comprends qu'il ait eu mauvaise, mais ils auraient pu envoyer des messages, peut-être. Pour dire, c'est nous. Au secours, on a besoin d'aide. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pour justifier un peu le rôle de la Fédération, quand même, mais moi c'est pas pour me déplaire. Hein, mais... Donc, en conclusion, j'ai un nouvel espoir. Comme dans Star Wars, le nouvel espoir. Voilà, ouais, donc moi c'est pareil. Souvent les séries Star Trek, elles prennent leur envol à la saison 3. Et pour le moment, ça a l'air d'être le cas. Hein. J'espère que ça va garder le cap, on verra bien. Merci d'être venu parler de Star Trek avec moi, hein, même si t'es pas vraiment venu, parce qu'en fait... je suis pas une spécialiste, quoi. Non, c'est pas ça. J'ai juste donné mon avis sur ce que j'ai vu. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est confinés tous les deux. C'est ça que je voulais dire, t'es pas venu, en fait. Mais tous les avis comptent. Ouais. Et en tout cas, merci à tous, et puis on se dit à la semaine prochaine. Longue vie et prospérité. Salut.
complete.